23 heures, nouveau journal. Nous sommes en direct sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette session d'information avec cette pensée particulière pour les victimes du Génocide depuis la ville de Kisangani en ce jour du 2 août 2024. Les Congolais commémorent au nord les vies perdues lors de la guerre des 6 jours opposant deux armées étrangères sur les sols congolais. Depuis Kisangani, je voulais suivre ce reportage. Kisangani, la ville martyre, porte encore de nombreux stigmates, des graves atrocités, des massacres et autres crimes de guerre et des génocides perpétrés en 2000 par des armées rwandaises et ougandaises. Les victimes de la guerre des 6 jours et celles des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que de crimes contre la paix et la sécurité humanitaire commis en territoire congolais depuis plus de 30 ans, reçoivent le 2 août de chaque année l'hommage de toute la nation. Après Kinshasa en 2023, c'est au tour de la ville de Kisangani d'abriter cette année la cérémonie commémorative du Génocide, les génocides congolais pour des fins économiques. C'est au cimetière des victimes de la guerre des 6 jours qu'a été érigé en 6 jours également les sites mémoriels. Représentant les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de toute la nation congolaise, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est venue se recueillir et rendre hommage à nos compatriotes. La chef du gouvernement a reçu quelques explications du directeur général du FONAREV, les maîtres d'ouvrage de ces sites mémoriels, avant d'entamer son parcours de souvenirs. Dans ces cimetières gisent 8 membres d'une même famille emportés par une bombe entre les 5 et les 10 juin 2000, un moment chargé d'émotion pour la seule rescapée de la famille Ochudi qui se trouvait en dehors de la résidence familiale au moment des faits et qui assiste ce jour à l'hommage national rendu à ses proches parents. 24 ans se sont écoulés, mais les tristes souvenirs sont encore frais dans la mémoire. Dans ces cimetières se trouvent 3 stèles qui représentent chacune une catégorie de victimes. La stèle du centre est dédiée à tous les Congolais victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Les 2 autres stèles sont dédiées respectivement aux victimes dont les corps ont été jetés dans les fleuves Congo et la rivière Chopo, ainsi qu'aux milliers d'autres compatriotes enterrés dans des cimetières circonstanciels à travers la ville de Kisangani sous les coups de canon des agresseurs. À toutes ces victimes, la nation leur a exprimé la solidarité et leur reconnaissance, tout comme leur souffrance. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont organisé une cérémonie en mémoire des milliers de compatriotes congolais des génocides pour des gains économiques, un moment de souvenirs macabres des atrocités perpétrées par les ennemis de la paix à Kisangani. Il est là 24 ans aujourd'hui et cette journée du 2 août 2024 à Kinshasa, un culte d'action de grâce a été organisé au palais du peuple. Pierre Kibambi Soumouissa pour les détails. La date du 2 août constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais, dénoncer le pillage systématique de nos ressources, mais aussi et surtout pour raviver la flamme patriotique en ce moment où notre pays continue de subir une agression injuste. Parole du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui renforce la fibre de solidarité en cette journée nationale d'hommage aux victimes de la guerre d'agression dans l'est du territoire de la RDC. À Kinshasa, une cérémonie grandiose de commémoration du Génocide s'est tenue au chapiteau du palais du peuple où les participants, en majorité tous des Noirs vêtus, se sont réunis pour rendre hommage à des dizaines de millions de Congolais morts à la suite des guerres à répétition et autres conflits armés qui endeuillent le pays depuis une trentaine d'années. Organisé par le gouvernement de la République en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la cérémonie a connu la participation des vice-premiers ministres
chargé de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, des membres du gouvernement, du directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo Kamole et de plusieurs autres invités. Représentant la Première ministre en mission à Kisangani, le vice-premier ministre Liaou a eu de mots justes pour circonscrire l'événement de ces jours. On peut parfois s'interroger sur comment dirige-t-on un pays continent comme la RDC avec toutes ces réalités macabres et arriver quand même à trouver du sommeil. Comment? Et à cette question, personne ne saurait vraiment y répondre. Voilà pourquoi, si la salle est d'accord, je sollicite que nous rendions, on le fait rarement, hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous vos applaudissements, commandant suprême des FARDC, sur les épaules de qui repose et pèse les fardeaux du rétablissement et de la restauration de la paix dans notre pays. Ces crimes perpétrés en terre congolaise ne doivent pas tomber dans les oubliettes, a renchéri le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. La journée du 2 août rappellera désormais à l'opinion nationale et internationale les souvenirs macabres des atrocités dont le principal mobile reste l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. La cérémonie s'est terminée par la projection des vidéos du Génocoste, quelques témoignages des victimes des atrocités et les panels. La commémoration de cette journée dans la ville de Kisangani, un moment de souvenirs et d'émotions 24 ans après les affrontements entre deux armées rwandaises et ougandaises sur le sol congolais. Quelques compatriotes congolais se souviennent encore de cette journée. Gaëtan Magalano nous fait revivre ce qu'a été cette journée des atrocités. C'est un comeback dans une histoire tragique vécue par Ramazani il y a de cela 24 ans. La guerre de 6 jours opposant deux armées étrangères sur le sol congolais. À l'époque, élève âgé de 9 ans dans cette même salle de classe. C'était commencé quand on faisait le travail manuel dehors là-bas. Des balles commençaient à retentir. Et nous, on a fui dans notre salle. On nous a enfermés ici. Et les enseignants sont partis. Ils nous ont laissés ici. Nous nous sommes débattus jusqu'à ce qu'on a arrivé à fuir. Certains élèves seront gardés pendant 2 jours dans la cour de la sœur supérieure avant leur évacuation, des propos prononcés par celui qui fut à l'époque promoteur de cet établissement. Les Ougandais étaient montrés sur la toiture de la maison qui est là. Toute personne qui devait franchir la petite porte était abattue. À l'école Homme-Fayenne, les traces de la guerre de 6 jours sont encore visibles. Vous voyez la fenêtre là, sans vitre. Il y a une douille d'une bombe à fragmentation qui est entrée par là. A cassé la porte, cassé le tableau de l'autre côté. Plusieurs morts et de blessés de victimes qui ont vu du jour au lendemain leur corps s'est transformé dans la commune de la Chopo. La bombe était tombée sur la 4e porte. Sur la 4e porte. Donc ça a pris tout le long de la maison. Alphonsine Amissi a assisté impuissamment à la destruction de sa maison. Son récit relate la marche d'une famille vers un lueur d'espoir malgré la présence de cadavres dans les différentes avenues. Papa, bato bakufaki ebele okotambula biso kutu na ntango tokendaki kokende nzela nane wana nani na vétérinaire tokuti ebembe ya policier tolingi topusana mwa liboso boye tokuti ebembe mosusu kasi tozali okanga kaka motema toke mboka ezali kaka kimia moto te ndeke te eloko moko te. Plus jamais seul, c'est vendredi le gouvernement de la RDC commémore ces victimes d'un génocide oublié en RDC.
Toujours en rapport avec les génocides en Ituri, province en état de siège, a également commémoré cette journée dédiée à plus d'1 million de Congolais victimes de violences et un moment de réflexion et de prise de conscience. C'est sous cette note que les Ituriens ont commémoré les génocides. Images et commentaires. Le communauté iturienne, le confession religieuse, acteurs politiques, société civile ont pris part au culte écuménique en marge de la journée dédiée aux victimes de violences à l'est du Congo autour du gouverneur militaire de l'Ituri, entouré de membres du comité provincial de sécurité. Pour la représentante de victimes, cette journée est un véritable moment de prise de conscience. À tour de rôle, le confession religieuse iturienne, elle, dans l'ensemble, tout en reconnaissant les efforts du commandant suprême via le gouverneur militaire de l'Ituri, ont gardé espoir entier pour la fin de ces calvaires qui embrasent au quotidien le peuple congolais. Les statistiques démontrent que la chrétienté dans mon pays est au-delà de 90%. Mais qu'attendons-nous pour poser aussi des actes pour que nous soyons unis? Nous n'avons que cet unique pays. Pour soutenir la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, Lubo et Akashama Jouni, de ravitailler la paix à l'Est, où nos frères et sœurs meurent comme des sauterelles, particulièrement à nous tenir sous toutes ses formes. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, a félicité les Ituriens qui se battent contre vents et marées et les a demandé de chasser leurs démons qui se démarquent pour la manipulation mensongère. C'est ça le changement. C'est ce que nous vous demandons, d'accompagner ces gens-là, d'accompagner nos militaires, de nous pardonner, de nous réconcilier. Des moments d'intercession, de consolation et d'amour ont caractérisé ce moment de réflexion. En Ituri, à travers plusieurs messages donnés à l'occasion, la ferme conviction était de voir toutes les plaies de Congolais être guéries. Et je le disais tantôt un peu plus haut, la journée des génocides en République démocratique du Congo, différentes provinces ont organisé des activités pour saluer la mémoire de compatriotes congolais en ces jours des 2 août, notamment dans la province du Haut-Touélé, Équateur et dans le Nord Kivu. Le tout dans ces condensés. La chapelle catholique Saint-Joseph de Mangoro à Ouacha Centre a vibré ce jeudi 1er août 2024 à l'occasion du culte écuménique d'action de grâce demandé par le gouverneur Jean Bakomi Togambu, présent dans les coins et ceux à mémoire de toutes les victimes du génocide congolais qui se déroule dans l'est du pays. À ses côtés, l'honorable Justin Zamba, président de l'Assemblée provinciale, quelques députés nationaux et provinciaux ainsi que le membre du comité provincial de sécurité et ceux du gouvernement provincial. Dans son homélie, M. l'abbé Kiré Christophe Karouma a rappelé aux chrétiens que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour se défendre, mais il y a aussi un temps pour prier, car Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Parti du gouvernorat de la province du Haut-Touélé, cette marche dirigée par le vice-gouverneur Christophe Daramatata a connu la participation des chrétiens de toutes les confessions religieuses, les acteurs des sociétés civiles dans son ensemble, ainsi que les autorités à tous les niveaux. Au centre de prière Maranatha, point de chute de cette marche, un culte écuménique a été dit en mémoire de victimes des génocides à l'est du pays. Et plusieurs hommes de Dieu qui se sont succédés à la chair ont prêché le méfait de la violence avec perte en vie humaine. Le somptueux temple de la 10e communauté de l'église du Christ Congo ECC d'Umbandaka 3 a servi de cadre pour la célébration d'un culte écuménique pour la commémoration du génocide congolais à l'est du pays. C'est le vice-gouverneur Thomas Boyenge qui a présidé la commémoration entouré de tous les membres du comité provincial de sécurité, des généraux de FRDC, de la police nationale ainsi que de la force navale. Le temps fort du culte a été assimilé à l'homélie prononcée par le révérend Ngoyi Bonjo Côté, prédicateur du jour.
C'est sous l'ambiance d'adoration et de louanges qu'un culte écuménique a été organisé en ville de Butembo, précisément à l'hôtel de ville où le maire, les commissions supérieures principales, Moab a quitté Roger à Covier, tous les agents et fonctionnaires de l'État à ce culte. Tour à tour, les représentants des confessions religieuses ont exposé sur la paix. Ils ont marqué leur présence, les représentants de l'église catholique, les représentants de l'église du Christ au Congo SCC, les représentants des églises de réveil et la communauté musulmane. De même dans les provinces du Sud Kivu, du Olomami, Nord Kivu et dans la ville de Lubumbashi, les Congolais se souviennent encore de cet événement macabre. Partenariat avec le gouvernement congolais, la société civile du Sud Kivu a organisé ce vendredi 2 août 2024 dans la ville de Bukavu une série d'activités dans le cadre de la commémoration du Génocide qui a occasionné une dizaine de millions de victimes de guerre à répétition enregistrées à l'est de la République démocratique du Congo depuis 1997. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, à travers son vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, a rassuré les victimes que justice sera rendue en faveur des victimes tôt ou tard avec l'accompagnement des différentes institutions nationales qu'internationales. Le vice-gouverneur a ajouté que ce devoir de mémoire est d'obtenir de la part de la communauté internationale et des Nations Unies le soutien à l'initiative visant à restaurer un tribunal pénal international pour le Congo et ses chambres spécialisées. Les drapeaux étaient aussi en berne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, la deuxième ville de la République démocratique du Congo. C'est 2 août 2024. C'est pour célébrer les 2 ans des Génocide. La manifestation est organisée au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, par le gouverneur Jacques Boulakatoué qui fait son entrée sous une attitude de compassion aux victimes de guerre dans l'est de la RDC. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabwe Mwamba Michel, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, les représentants des différentes communautés religieuses de la province du Haut-Katanga sont ici présents pour partager la douleur avec les familles des victimes de guerre imposées par les Rwandais. À l'initiative de la province du Olomami dirigée par Banzamouloumé Marmo, cette cérémonie religieuse en mémoire de nos compatriotes de l'Est victimes d'une agression injuste imposée par les Rwandais a rassemblé différents leaders politiques et sociaux venus de toutes structures, entre autres les présidents de l'Assemblée provinciale, les honorables députés, les ministres, les révérends pasteurs pour ne citer que ceux-là. L'officiant de la messe, le pasteur Kakokoye Badila, après différents cantiques, a souligné l'importance de mettre en lumière la complicité de la communauté internationale dans la crise actuelle. Il a questionné le silence de celle-ci face aux millions de morts déjà recensés. Le gouverneur Banzamouloumé Marmo a rendu hommage aux victimes de conflits qui sévissent depuis plus de 3 décennies face à la menace grandissante à l'est de la RDC. Rappelons que cette cérémonie intervient alors que la communauté nationale et humanitaire alerte sur les conséquences de la guerre du M23 sur la vie quotidienne de la population. Les 7 corps victimes des bombardements aveugles des terroristes du M23 RDF à Bouéremana le 15 juillet dernier ont été dignement conduits à leur dernière demeure ce vendredi 2 août au cimetière du Génocide à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. C'est à l'occasion de la commémoration du 2e anniversaire de la journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques Génocide. À la sortie des corps de la morgue de l'hôpital provincial de référence du Nord Kivu, le cortège s'est ébranlé à travers la ville touristique de Goma en direction du site où se trouve le cimetière du Génocide à Kibati. Les cérémonies de la mise en terre ont été rehaussées de la présence du ministre national des Mines, Kizito Paka Bomba, représentant le gouvernement central, le délégué du ministre des Droits humains, le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, d'autres autorités politiques, militaires et policières, et quelques députés nationaux élus du Nord Kivu, ainsi que le DGA du FONAREV, Madame Emmanuela Nzadi. La prière écuménique a réconforté l'assistance en général et les familles des victimes présentes en particulier. Et puis ces communiqués du Sénat avant de poursuivre ce journal conformément aux dispositions de l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur du Sénat. Les bureaux provisoires invitent ce samedi 3 août 2024 à 11h dans la salle Kivu les délégués de 2 familles politiques, majorité
et opposition qui composent la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo à prendre part à la réunion d'harmonisation pour la répartition des postes au bureau définitif fait à Kinshasa le 2 août 2024. Yvonne Kazadi Kankonde, premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat. Autre chose à présent, le conflit entre peuples autochtones appartient désormais au passé dans la ville de Maïndombe. Une séance de médiation a été organisée pour permettre à ces deux communautés d'enterrer leur hache de guerre afin de défendre les intérêts de leur province. Images et commentaires. La province de Maïndombe vit dans un climat de conflits interethniques entre les Bantous et les Pygmées dits peuples autochtones. Ces deux peuples d'une même province sont constamment en conflit, pourtant ils sont contraints de vivre dans une cohabitation pacifique et de travailler en synergie pour assurer le développement de la province. Cette situation préoccupe l'honorable Aimé Pascal Mongo, natif de Sécoin, de la République démocratique du Congo, qui est son fief électoral. En vacances parlementaires, il a décidé de s'impliquer pour restaurer la cohabitation pacifique de ces deux peuples, les Bantous et les Pygmées, au cours de l'échange avec cette population. Il a demandé aux populations de la ville d'Inongo et de ses environs de bannir les attitudes de discrimination et de stigmatisation à l'égard des peuples pygmées, et ce pour l'intérêt de la province. Aimé Pascal Mongo a mis également à profit ses vacances parlementaires pour visiter 6 sites stratégiques des 3 communes de la ville d'Inongo en proie à l'insécurité, à la carence d'infrastructures sanitaires et aussi au manque de dessertes d'eau potable et d'électricité. Face à ces défis, il a décidé de prendre à bras le corps pour une réponse idoine avec comme finalité l'amélioration de la situation socio-économique de la population de Maïndombe. Une province à une autre, à Mongala, le vice-président de l'Assemblée provinciale de la Mongala et président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Mongala, a sensibilisé la population de son village d'origine sur le développement, la paix et l'unité. D'autres détails dans ce reportage. Les secteurs de Mongala Motima, dans les territoires de l'Issala, un longtemps oublié, son enclavement commence peu à peu à piquer certains fils et filles de ces coins de la province. Dans ces secteurs de Mongala Motima, soit l'honorable Joël Edaya, soit rien. Lors de son passage de l'itinérance, le fédéral de l'UDPS Mongala a été chaleureusement reçu par sa base, la population de Boyangue Motima, de Liboko Compassion, de Liboko Soforma, de Bosanga, de Gumba, de Bosumanzi, de Mbangi et de Bokapo a envahi la route numéro 6 pour témoigner son attachement à l'honorable Joël Edaya, le député provincial de la circonscription électorale de l'Issala et vice-président de l'Assemblée provinciale devant la population. Partout où il passe, il laisse le message du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'UDPS, sur l'accompagnement de sa vision de gratuité de l'enseignement, mais aussi de la santé universelle. L'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, Joël Edaya, a décrété gratuité à maternité et à Zokunda, côté Timia, et côté on a écolo, na Est ya Biso, ya Congo. Des paroles aux actes, Joël Edaya s'est communié avec les différents chefs des groupements de ces coins en leur remettant le veste et chaussures qui témoignent un signe d'amour. Et retour sur la célébration du 1er août, fête de parents, moment pour se souvenir de défunts et parents vivants. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, était au cimetière de Kitambo. On en parle dans ses commentaires avec Cédric Kenina. 1er août, fête de parents vivants ou décédés, la charge émotionnelle varie selon le lieu et les circonstances. Parmi les nombreux Quinois qui ont choisi comme d'ordinaire chaque événement de ce genre, les cimetières pour se souvenir de leurs proches, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, en fait partie. Il a choisi, lui, les cimetières de Kintambo. Pour la circonstance, le meilleur élu de Kinshasa s'est adressé à la population et d'entre eux,
Ces derniers a signifié que cette journée, contrairement à ce que le commun des mortels pense, n'est pas dédiée exclusivement aux morts. Fête des parents. Aujourd'hui, c'est la fête nationale dédiée aux morts, mais également aux parents vivants. C'est la raison pour laquelle que j'ai décidé de venir ici pour rendre visite aussi à mes parents. Je vous remercie pour votre soutien, votre amour et votre accueil chaleureux. Il a ensuite appelé à l'unité et à l'amour. Comme dans tous ses déplacements, la population venue en nombre a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir honoré les patriarches Christophe Mbosso à travers les choix de maître Samuel Bemba au sein du gouvernement souminois, ainsi que le désenclavement comme cela s'est fait à l'instant du quartier Kanluka. Vers un nouveau code de l'urbanisme et habitat en République démocratique du Congo, cette problématique a fait l'objet de la tenue d'un atelier national de validation organisé dernièrement à Kinshasa. C'est le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a clôturé ces travaux financés par l'ONU Habitat et la Banque mondiale. Nanoumba dans ce reportage. Il s'est clôturé le 30 juillet 2024 à Rotana Hotel, l'atelier national de validation du projet de loi portant code d'urbanisme et de construction de la République démocratique du Congo. Durant 2 jours, les participants ont travaillé sur l'avant-projet en se répartissant en plusieurs groupes thématiques pour mieux élaborer le futur code. Au regard de l'évolution politique du pays, il n'est plus concevable de continuer à conduire la politique nationale de l'urbanisme et de la construction dans les agglomérations urbaines et à travers le pays en général sur base des textes de conception coloniale. Je suis certain que grâce à vos recommandations, les textes que je soumettrai à l'examen des instances gouvernementales sera celui auquel nos gouvernements, nos populations aspire, celui qui leur assurera un meilleur cadre de vie. À l'issue de cet atelier, plusieurs recommandations ont été ressorties, notamment la structuration de développement urbain en vue de reconstruire de villes durables en République démocratique du Congo, l'amélioration des qualités de vie des citoyens et promouvoir un développement urbain durable et ordonné. Cet avant-projet va être soumis au Conseil des ministres et puis au Parlement pour son adoption et sera mis en application. Et dans la province de l'Ituri, les experts œuvrant dans les secteurs de l'habitat ont vu leur capacité être renforcée sur les nouvelles technologies dans ces secteurs. Plusieurs points ont été relevés sur la matérialisation des codes dans le projet Kin Elenda. Images et commentaires. Faisant suite à l'atelier national de validation du code d'urbanisation et de construction de la République démocratique du Congo, cette session de formation, de renforcement des capacités organisée conjointement par la cellule infrastructure et le secrétariat général de l'urbanisme en partenariat avec l'ONU Habitat vise à mettre sur pied des stratégies devant servir aux experts de moderniser la ville-province Kinshasa à travers le projet Kinelenda. Le secrétaire général de l'urbanisme a exhorté les participants à travailler ensemble pour relever les défis du développement, notamment s'imprégner des normes urbanistiques de construction. Le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe Niembu, a évoqué différentes possibilités d'orienter et matérialiser le projet Kin Elenda suivant le code d'urbanisation. Parmi les activités qui sont prévues au projet Kin Elenda, nous pouvons citer encore l'élaboration des documents de planification humaine locale. Il s'agit des plans locaux d'aménagement et des plans particuliers d'aménagement pour une partie de la ville de Kinshasa. Il s'agit aussi de la réalisation d'études stratégiques issues du SOSAC. Il s'agit enfin de l'appui au ministère de l'Urbanisme et Habitat dans l'élaboration du nouveau code de l'urbanisme et
la construction. Le respect des normes urbanistiques, la pollution et la lutte contre les constructions anarchiques sont les défis majeurs à relever que le gouvernement doit s'approprier dans l'application du code d'urbanisation et de la construction qui reste un canal pour créer et développer des villes modernes en République démocratique du Congo. La restitution de leurs échanges avec les leaders politiques et sénateurs Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur des rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Omer Igbaki se sont livrés à cet exercice devant leur base. Commentaire. Après les différents échanges relatifs au choix du candidat président du Sénat, l'heure est à la restitution. Devant l'échantillon des ressortissants du Grand Équateur de Kinshasa, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, le coordonnateur du rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'entrée de jeu expliqué les biens fondés de la démarche axée sur la prise en compte de l'espace linguistique Ngala dans les choix des animateurs des institutions. Et Gwake Omer, président de l'Alliance des Bangala, a aussi abordé dans le même sens. Pour les coordonnateurs du RAFAT, il est nécessaire pour eux de rendre compte à la base. La démocratie, c'est une école pour nous tous. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut savoir rendre compte. Et nous sommes venus dire au peuple Ngala, où en sommes-nous avec nos démarches? Quels sont les éléments que nous avons soulevés aujourd'hui? Premier élément, nous sommes partis d'un constat qu'il y a eu, au niveau des 4 aires linguistiques, l'absence de l'aire linguistique Ngala. Raison pour laquelle, comme nous allons tout droit au Sénat, il va y avoir des élections. Du président du bureau du Sénat, l'Ngala demande. Si l'IDPS tient à ce qu'il y a que celui qui doit nous remplacer doit être IDPS pur de notre parti. Il n'y a pas de débat. Si on dit qu'il y a eu concertation, on va toujours faire une concertation entre les deux pour en avoir un seul candidat. Au terme de cette séance de restitution, les initiateurs attendent d'éclairer l'assistance sur les revendications légitimes selon leur dire. Et la cuisine congolaise a été valorisée au festival gastronomique de la cuisine. Des amples détails dans ces reportages. Mentirait sur toute la ligne, toute personne qui serait tentée de se laisser aller accompagner le rendez-vous de l'Institut Boboto à une compétition sportive au sens plein du terme. L'ambition n'a jamais habité l'esprit de l'organisatrice du premier festival de la gastronomie congolaise avec la présence très appuyée des 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'idée fondamentale, proprement culturelle, est plutôt de proposer et de faire apprécier au public la variété et surtout la valeur de la gastronomie congolaise. Nous avons décidé à l'Office national du tourisme de porter la gastronomie congolaise qui fait partie de notre programme quinquennal pour faire découvrir la gastronomie congolaise à travers les autres provinces ainsi que, pourquoi pas, de tout le continent africain et aller jusqu'au-delà des frontières, des mers, des océans. La culture, c'est l'ouverture de l'intelligence. C'est-à-dire que quand on est en train de dire chance et logopamba, c'est-à-dire qu'on est en train d'écarter l'effort, alors que la culture, c'est l'effort. La culture, c'est les pas. Parce qu'il y a un moment, la culture, elle est statique. Il y a un moment, la culture, elle est dynamique. La culture dynamique, c'est l'effort que l'humain fournit pour aller de l'avant. En offrant sa collaboration à cette expérience, l'Office national du tourisme est parfaitement conscient du bénéfice que ce secteur peut tirer pour le développement socio-économique de notre pays. Il reste à espérer que ce premier festival sera suivi par d'autres et pourquoi pas en dehors de la ville-province de Kinshasa. Et la province du Kasaï, précisément à Chikapa, a des infirmiers leaders formés par l'ONG ADRA à travers le programme Buraka ont reçu leur brevet. Franklin Kalombo dans ce reportage. Cette cérémonie riche en couleurs des remises de brevets aux fermiers leaders formés par l'ONG ADRA avec le financement de USAID dans le cadre du projet Bureka 2 a été présidée dans les différents sites, notamment Njinji, Chibemba, Mungamba et Mukwandianga par Maître Aaron Kachimou, ministre sortant de l'agriculture de la province du Kasaï, qui, dans sa prise de parole, s'est dit enthousiasmé par les résultats
combien louable du projet Bureka 2 dans la province. Je suis très satisfait de réalisation des travaux champêtres ou agricoles ici à Mouyeji. Je suis venu voir et visiter le champ de multiplication des boutures qui évolue très bien. Aux bailleurs, aux partenaires, je dis grandement merci, notamment Adra et USAID. Satisfaction totale notée également du côté de fermiers leaders qui en sont bénéficiaires. Nous disons merci à Adra et son partenaire USAID de nous avoir formés comme fermiers leaders. Aujourd'hui, nous produisons des produits agricoles que nous mangeons et commercialisons pour faire étudier nos... Notons que les volets agriculture et culture maraîchère du projet Bureka 2 est implémenté par ADRA dans les 3 zones de santé de la province du Kasaï, à savoir Kitangwa, Kamonia et Kanzawa. Et le ministre de la Santé, par l'entremise du programme national de la santé mentale, a organisé un atelier de préparation et d'élaboration des outils de collecte de preuves en faveur des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. On suit ces reportages commentés par Yolande Voka. C'est plus qu'une nécessité pour la République démocratique du Congo de disposer des outils de collecte de preuves psycho-légales pour une prise en charge efficace des victimes de violences sexuelles dans le pays. Cet atelier, organisé par le Programme national de santé mentale, a réuni à Kinshasa différentes parties prenantes pour lancer le processus d'élaboration de ces outils qui vont permettre de renforcer la lutte contre l'impunité dans le cas de violences sexuelles. Actuellement, nous sommes dans une logique de repositionnement de la santé mentale et soutien psychosocial, parce que ces outils-là cadrent avec la santé mentale et soutien psychosocial. Les prochaines étapes, nous allons organiser un atelier résidentiel de 3 ou 5 jours pour élaborer un guide d'évaluation des préjudices psychologiques et mentaux subis par la victime de violences sexuelles. Appuyé par Médecins pour les droits humains, cet atelier contribuera à repositionner le rôle des acteurs de santé mentale. Notre programme, qui actuellement est un programme de violences sexuelles en zone de conflit, a pour, entre autres objectifs, de pouvoir capaciter les acteurs de la prise en charge multisectorielle, ceux qui principalement interviennent dans la collecte, la conservation et la documentation de preuves médico-légales dans la prise en charge des victimes des violences sexuelles. L'élaboration, la validation ainsi que la dissémination des outils proprement dits restent les étapes vivement attendues de ces processus. Voilà, fin de ce journal. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes.